monsieur, bonsoir et bienvenue au débat. Votre rendez-vous d'analyse et de réflexion sur les grands enjeux de notre société. Ce soir, nous abordons un sujet qui nous concerne tous. Les réseaux sociaux sont-ils des canaux de propagation de la paix ou de la haine? C'est un véritable espace d'expression. Les réseaux sociaux sont à la fois un outil de mobilisation citoyenne et un terreau fertile pour la désinformation, les discours violents et la division. Comment encadrer sans porter atteinte à la liberté d'expression? Quel rôle jouent les acteurs clés? Des autorités aux influenceurs en passant par les citoyens eux-mêmes. Au cours de cette émission, nous irons régulièrement sur le terrain avec nos différents reporters, Davis Oyo, F. Boué, Ouattara Seydou. Ces reporters ont recueilli des témoignages et analyses pour enrichir notre réflexion. Nos invités sont en studio, ils sont au cœur du sujet et nous apportent leur expertise. Nous recevons M. Yannick Boka. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant, formateur en communication digitale. Tout à fait. M. Yannick Boka nous expliquera l'influence des algorithmes, par exemple, de l'intelligence artificielle, le rôle des créateurs de contenu dans la propagation des discours. M. Justin Koulibaly, bel et bien, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes sociologue. Avec vous, on parlera de l'analyse des comportements en ligne et l'impact des discours polarisés sur la cohésion sociale. C'est bien cela. Monsieur Mbassou Ouattara, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Vous êtes conseiller technique du ministre de la Communication. Vous nous présenterez les actions du gouvernement pour encadrer les réseaux sociaux et lutter contre les discours de haine. Merci. Monsieur Donatien Kanga, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous êtes chargé de la formation et de la sensibilisation du REPRELSI, qui est le réseau des professionnels de la presse en ligne. On évoquera avec lui la responsabilité des médias en ligne et les initiatives de sensibilisation sur l'usage des réseaux sociaux. Messieurs, merci à vous d'être là. Nous ouvrons également le QR code pour permettre à nos téléspectateurs de pouvoir interagir avec nous sur ce plateau et bien évidemment poser des questions à nos différents invités. Nous sommes dans la première partie que nous aimons bien appeler état des lieux pour chercher à comprendre quelle est la situation qui prévaut. Avant de donner la parole à nos différents intervenants, il s'agit de Davis Oyo pour l'élément de reportage. Les réseaux sociaux sont ancrés dans les habitudes des Ivoiriens. Au quotidien, ils y consacrent en moyenne entre 4 et 5 heures et demie. La moyenne se rapproche à celle du monde, qui est de 6h55 par jour, selon les chiffres récents de Digital Discovery. L'avènement des réseaux sociaux a suscité de nouvelles vocations, entre autres community managers, créateurs de contenu, web humoristes, cyberactivistes et influenceurs. Justement, cyberactivistes et influenceurs s'illustrent intensément en Côte d'Ivoire. Les années passent et les influenceurs et cyberactivistes sont présents davantage sur la toile. Ils abordent toutes sortes de sujets, société, politique et surfent sur le buzz. Avec de nombreux activistes et influenceurs, c'est très souvent le méta qui est en feu. Aujourd'hui, vous voyez l'utilisation des réseaux sociaux. C'est devenu une dépravation des mœurs. On fait n'importe quoi. N'importe qui s'adonne à n'importe quoi et n'importe comment. C'est la désinformation totale. Ça veut dire qu'ils sont en train d'apprêter, comment dirais-je, l'esprit des gens à une éventuelle crise post-électorale en 2025. Quand vous allez les écouter, ça cause seulement aujourd'hui, je me suis désabonné parce que ça fait peur. Tu as l'impression que ça va se réaliser vraiment. Grossièreté, perversité, invective, diffamation et clash inondent la toile. Discours divers qui suscitent souvent la paix, mais aussi la haine. En un mot, ils sont prêts à tout pour des likes, des vues et des partages. Mettez les cœurs, partagez massivement. Malgré les mesures prises par le gouvernement pour encadrer le secteur avec la campagne En ligne tous responsables, avec le hashtag Stop aux sorciers numériques et les arrestations de quelques activistes et influenceurs, les dérapages persistent. De retour en studio, nous interrogeons nos différents invités sur les réactions à chaud après cet élément de reportage. Je commence avec vous, Monsieur Boka. Merci déjà pour l'invitation. Je pense qu'après ce qu'on a vu, c'est un panorama qui est assez bien présenté.
Aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est à plusieurs objectifs pour chacune des personnes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Mais dommage de constater aujourd'hui que d'autres utilisent cet outil-là pour faire de bonnes choses et d'autres de mauvaises choses. Bon, je pense que dans ce contexte-là, il faut voir comment les choses sont encadrées. On va y arriver. Okay, mais déjà là, le constat, les réseaux sociaux, c'est indispensable et ça a vraiment envahi l'espace public aujourd'hui. Tout à fait. D'accord, très bien. Monsieur Koulibaly, votre sentiment après cet élément? Oui, je pense que le reportage nous plonge dans la vie virtuelle. Et donc, dans cette vie virtuelle, c'est la société qui est reproduite. Donc, vous avez un faisceau relationnel entre individus et groupes. Et pour moi, derrière justement les réseaux sociaux, vous avez des perceptions sociales, vous avez des représentations sociales, vous avez des comportements qui sont reproduits dans le virtuel et il faut justement questionner ces logiques comportementales pour savoir exactement quels sont les dessins réels de ces acteurs. Je vous remercie. Monsieur Ouattara, votre sentiment? Merci beaucoup. Je crois que c'était un sentiment qui est partagé par l'ensemble donc, du ministère de la Communication, commencé par monsieur le ministre de la Communication lui-même, qui donc est en charge le volet communication de l'action gouvernementale. Et face donc à ces dérives que nous avons constatées, que nous constatons et que nous continuerons de constater naturellement sur les réseaux sociaux, M. Koulibaly a dit tout à l'heure qu'il faut questionner. Et donc, le ministère n'est pas resté les bras croisés. Depuis l'année 2023, ou plus précisément depuis du 26 au 10, 26 juillet, 10 août 2023, le ministre donc, a initié un sondage. On va y arriver. Voilà, on va y arriver. On aura le temps d'en parler en long et en large sur les différentes actions menées. Voilà. Donc, vous voulez juste déjà faire l'état des lieux. Déjà, il faut dire que, oui, l'état des lieux, c'est déjà, ça commence par ça. C'est cette enquête, c'est ce sondage-là qui nous a permis donc de sortir les éléments qui ont conduit donc à la construction de la politique en ligne, tous responsables du gouvernement, dont nous allons certainement parler. Oui, bien sûr, nous allons en parler. Très bien. Oui, à chaud, moi, je veux souligner l'attaque de ce reportage. Presque 5 heures que chaque Ivoirien passe en moyenne sur une plateforme. Dans une journée, on a 24 heures. Donc, 5 heures sur 24, ça fait beaucoup. Ça fait plus d'un huitième. Donc, ça montre déjà la place des réseaux sociaux. À cela, moi, j'ajoute une autre statistique que j'ai découvert tout à l'heure. On est autour de 50 millions de téléphones portables en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que dans les foyers, il y a plus de téléphones portables que de brosses à dents. Donc, ça montre un peu le rapport que nous avons en tant que citoyen ivoirien, ne serait-ce que ça, le rapport que nous avons avec les plateformes numériques. Oui. Voilà. Et l'état des lieux n'est pas plus impressionnant que ça pour moi. Alors, quel genre de discours domine sur les plateformes ? On parle plus de discours de paix ou plus de discours de haine? Si vous deviez faire la nuance, M. Koulibaly, je commence par vous. Alors, je pense que pour ceux qui nous suivent, avant de parler de discours de haine en termes de constat, je pense qu'il faut revenir peut-être aux réseaux sociaux les plus utilisés. Pour ceux qui nous suivent, il faut qu'on sache bien de quoi on parle. Ce que j'ai pu avoir comme données, c'est que Facebook, à travers le monde, est le réseau social le plus utilisé. On est à 3,07 milliards d'utilisateurs. Ensuite, YouTube, 2,53 milliards. Instagram, WhatsApp, TikTok. Et donc, ce sont ces réseaux sociaux qui, aujourd'hui, rentrent dans les habitudes des citoyens du monde, mais aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Facebook, c'est 7 millions d'utilisateurs, suivis de YouTube. Alors, on gagne des élections avec ça. Exactement. Et aujourd'hui, en termes de constat, il serait difficile tout de suite, à 8 mois des élections, de dire voici les constats que nous faisons. Ce que nous avons vu avant les 8 mois, c'est-à-dire depuis l'avènement des réseaux sociaux, on constate que on utilise Internet pour rechercher l'amour. C'est un constat qu'on a fait. D'accord. On utilise Internet pour rechercher des amis.
Tout simplement, on construit des amitiés, on développe des amitiés. D'autres sont sur les réseaux sociaux, mais pour saisir des opportunités. D'autres vont jusqu'à rechercher des emplois. Souvenez-vous des personnes qui se mettent sur la toile en disant, par exemple, je suis agronome, je cherche du travail. Donc, on va chercher du travail sur Internet. Et les constats que nous faisons, c'est qu'avec l'utilisation des réseaux sociaux, c'est la circulation de l'information. Le constat que nous faisons, c'est une base interactive de données, création de données, mais aussi c'est un cadre de créativité humaine et d'innovation intellectuelle. En termes de discours, oui, je peux le dire, selon les contextes, les discours peuvent être enflammés. On peut avoir des discours de désinformation, des discours haineux, c'est vrai, mais il y a aussi certaines personnes qui utilisent ce canal. Et vous pensez que les choses s'équilibrent? Moi, je ne parlerai pas d'équilibre. Bien au contraire, on utilise les réseaux sociaux souvent pour beaucoup plus de diffamation, appel à l'insurrection et atteinte à l'intégrité physique, et on touche la vie privée. Parce que souvent, il n'y a plus de lien entre vie professionnelle et vie privée, et je pense qu'on va en parler. Donc voici quelques constats que nous faisons de l'utilisation. Et tout ce qui fait du buzz, malheureusement, les Ivoiriens en raffolent. On aime trop les gbérés. Passez-moi l'expression. L'Ivoirien aime les gbérés. L'Ivoirien, quand il se lève, son premier réflexe, c'est d'aller scroller. Il ne cherche pas à aller voir sur Fraternité Matin ce qui se passe, à la télévision ce qui se passe. Son premier réflexe, ce sont les réseaux sociaux. Aller sur Facebook, s'abreuver, alors que Facebook, les réseaux sociaux, c'est aussi la fragilité parce que l'information n'est pas contrôlée. Vous avez des propos complémentaires? Sur comment on va dire ça, le poids entre discours positif et négatif, bon, moi je n'irai pas à me prononcer avec certitude, mais on retrouve de tout en fait, parce que en fait c'est le prolongement de nos vies. Oui. Au-delà même peut-être, c'est aujourd'hui la vie humaine, elle est virtuelle et présentielle, on dira. Donc et vu que je dis toujours aux gens que le péché n'est pas né avec Internet, en fait. Le péché existe bien avant Internet, on a menti avant Internet, et donc sur Internet, on continuera de mentir, on continuera. Donc tout ce que nous faisons de mauvais trouve un nouvel espace d'expression sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on fait de bien trouve un... Après, moi, je veux souligner la notion de contexte. Les contextes vont cristalliser les tensions, vont favoriser dans des situations un type de discours qui va être exacerbé du fait même de la configuration des plateformes. Mais dans d'autres contextes où les tensions sont moindres, par exemple, si on prend les cycles électoraux, nous, on observe que chaque fois qu'il y a des cycles électoraux présidentiels, législatifs, municipales, les discours vont être de plus en plus polarisés, exacerbés, et on va avoir tendance d'avoir affaire à des discours haineux, comme on le dit. Mais quand on passe ces périodes et qu'on rentre dans une forme d'alchimie politique, on commence à s'intéresser à d'autres sujets et les réseaux sociaux vont mettre en lumière d'autres choses étonnantes qui font le buzz mais qui sortent du style. Par exemple, pour truc, on a eu par exemple l'effet Zenap, l'effet Mylène, qui ont fait le buzz mais qui n'étaient pas haineux. On s'est rendu compte qu'il y a une unité nationale. Voilà. Donc, c'est les contextes et souvent les circonstances qui vont favoriser. C'est clair que les réseaux sociaux vont exacerber aussi. Il ne faut pas les déresponsabiliser. Mais voilà, pour moi, les contextes sont très importants dans la façon d'apprécier. Rapidement quelque chose. Allez-y, rapidement. En fait, il faut également comprendre le modèle économique même des réseaux sociaux. Parce que je pense que ce sont des entreprises qui s'appuient sur de l'audience. Donc, plus il y a de l'audience sur certains sujets qui sont polarisés, ils auront tendance à faire remonter ces informations-là beaucoup plus rapidement pour attirer en fait les utilisateurs des réseaux sociaux sur ces sujets. La raison pour laquelle dans l'élément, le monsieur avait cette impression-là que sur les réseaux sociaux, il n'y a que des choses qui ne sont pas assez intéressantes. Voilà, c'était juste pour rappeler ça. D'accord. Alors, M. Ouattara, alors, dites-nous, après tout ce que vous avez entendu, quelle est la vie au ministère de la Communication? Oui, merci bien, madame. J'avais commencé donc à aborder cet aspect de la question. Dire que je partage un peu les avis des uns et les autres sur le pourquoi les Ivoiriens vont sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes donc, numériques pour échanger.
on peut dire que selon les contextes, on peut noter une montée donc, du discours haineux, du discours donc, qui va tendre à disloquer le tissu social, à alarmer, à alerter négativement les populations. Mais à côté de cela, beaucoup vont aussi sur les réseaux sociaux pour le relationnel, pour les emplois, pour la formation, l'apprentissage, pour beaucoup d'autres questions qui sont responsables. Alors devant le constat des déviations, des dérives que nous notons tous sur les réseaux sociaux, le ministère donc a lancé le sondage dont j'ai parlé sur un échantillon de 1473 personnes du 26 juillet au 10 août 2023 pour recueillir les avis des internautes. Et les avis qui sont revenus ont montré que tout ce que nous avons dit là s'y retrouve effectivement, mais beaucoup d'Ivoiriens ignorent les bonnes pratiques, ignorent les bonnes attitudes qu'il faut adopter quand on va sur les réseaux sociaux. On ignore la législation, on ignore les bonnes pratiques et on va à des excès. Et au ministère, on dit souvent que ce qui n'est pas permis dans le réel ne doit pas être accepté aussi dans le virtuel. Voilà, comme il le disait tout à l'heure, ce n'est pas nouveau, les dérives, mais porter à ce stade donc, de la communication ouverte sur l'ensemble du monde, on jette un discrédit sur la société ivoirienne, sur la population ivoirienne. On va donc à l'atteinte, donc à des atteintes de la dignité humaine, de la vie privée, de la vie même tout court, puisque par ailleurs, ça peut conduire au suicide quand on est diffamé, quand on est dégradé, dénudé sur les réseaux sociaux. Et tout cela donc a permis au ministère de construire donc la campagne en ligne Tous Responsables pour interpeller chaque citoyen ivoirien pour dire que on ne peut pas se cacher derrière un écran et puis donner libre cours à son imagination, au point d'aller détruire des familles, détruire des individus, détruire des familles, disloquer la société ivoirienne et aller jusqu'à pousser à l'insécurité dans le pays. Et donc, une première phase a consisté à aller en phase pilote sur le district d'Abidjan et sur quelques villes de l'intérieur. 18 localités au total ont été visitées. Et sur les 18 localités, la cible c'était 4100 personnes donc, que nous recueillons de l'administration locale, des conseils régionaux, des collectivités locales, et donc conseils régionaux, conseils municipaux, des fêtières, des jeunesse, des fêtières, donc des femmes, des associations, qui viennent donc à assister à une formation, à une sensibilisation, à une formation conduite à la fois par le ministère et des agents du ministère de l'Intérieur. Et donc la deuxième, après la phase pilote, sur la cible de 4100, au total nous sommes arrivés à 6110 personnes formées. C'est-à-dire que le besoin est réel, le besoin de formation, le besoin de compréhension de l'outil même est présent. Mais ces personnes formées, ce sont des personnes qui vont être des relais? Absolument, j'en viens. Donc après cette phase pilote, le ministère, l'équipe donc, qui conduit l'opération s'est retrouvée pour encore améliorer les modules, les messages à passer. Et la première phase donc, a démarré et s'est terminée en janvier 2025 là. Sur une cible de 20 000 personnes à sensibiliser, à former sur l'ensemble du pays. Nous sommes arrivés à 30 743 personnes. C'est-à-dire que des citoyens apprennent que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Communication et le ministère de l'Intérieur, à travers la PLCC, sont là donc pour donner une sensibilisation, une formation à l'utilisation responsable des médias sociaux qui viennent. Et les équipes reviennent toujours à Abidjan avec le sentiment qu'on aurait pu prolonger les séances sur le terrain. Ça veut dire que la demande est forte. Donc il y a de l'espoir. Mais est-ce qu'ils sont opérationnels? Allô? Est-ce qu'ils sont opérationnels? Ils sont opérationnels. Ils sont effectivement opérationnels parce que chaque séance qui finit,
donc met en place une équipe locale qui va être chargée donc de continuer à sensibiliser, à former, être des points focaux, des comités locaux, des points focaux pour relayer l'action donc du ministère sur la campagne en ligne tous responsables. Parce que si cela n'est pas fait, c'est pas évident que les citoyens qui se sont exprimés pendant le sondage comprennent que vraiment il y a péril dans la demeure et que nous devons adopter des attitudes responsables. C'est ce qui est souhaité pour arriver à l'Ivoirien nouveau, donc prôné par le gouvernement. Nous irons à la deuxième phase qui va commencer cette année 2025, qui va consister donc à former d'abord tous les agents du ministère de la Communication, ensuite les journalistes, une session avec les journalistes, et en troisième position les blogueurs, les influenceurs, pour appeler chacun à sa responsabilité, ou à ses responsabilités, à l'utilisation responsable des médias sociaux. Et il y aura bien sûr une quatrième phase qui va constituer encore à évaluer le travail qui a été fait. Et il est prévu aller donc même à la récompense des meilleures pratiques qui auront été donc relevées sur le terrain. L'objectif vraiment du ministère, c'est de couvrir l'ensemble du pays et faire en sorte que dans chaque localité, il y ait une équipe formée, sensibilisée, capable d'encadrer donc la jeunesse, les femmes, et les artisans et tout ça. Pour que de plus en plus l'environnement... Monsieur Ouattara, je vais devoir vous interrompre. Je vais devoir vous interrompre. Social sain, donc bien instruit, que le ministère veut atteindre. D'accord, mais je dis pour l'instant, vous nous avez dit qu'il y a une partie opérationnelle et le reste du processus est en cours. Mais aujourd'hui, le sentiment que l'on a, vous allez me dire ce que vous en pensez, le sentiment qu'on a, c'est que c'est la AK et puis le PLCC qui mettent cette pression sur les internautes. Comment vous travaillez avec eux? Non, je vais dire que dans le cadrage stratégique donc, de l'action gouvernementale, chacun a ses responsabilités. C'est normal. Le ministère porte donc la politique nationale de communication qui, in fine, doit aboutir à un environnement sain de la presse, des médias, contribuer à la construction de l'Ivoirien nouveau, un homme donc ouvert, ancré sur nos traditions et ouvert sur le monde par la communication, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit une communication audiovisuelle, faire en sorte que cet Ivoirien puisse être ouvert sur le monde et pouvoir donc contribuer à la construction de la nation ivoirienne. Maintenant, on va aller plus loin quand les dérives vont être constatées. La AK va jouer son rôle de régulateur, donc de l'espace audiovisuel, de son rôle de régulateur de l'espace audiovisuel pour interpeller, sensibiliser et au bout pouvoir donc sanctionner. Le choix du gouvernement n'est pas d'aller systématiquement à la sanction, mais plutôt d'éduquer, de former, de faire en sorte que nous comprenons que c'est l'usage responsable de ces médias sociaux-là qui sera bénéfique pour nos sociétés. Et donc, la PLCC... Vous allez conclure avec, s'il vous plaît. La PLCC, naturellement, est dans son rôle. Et quand la sensibilisation n'a pas porté ou a été mal interprétée, quand l'éducation n'a pas été acceptée, il faut sévir. Et donc là, on tombe donc sur le coup du régime juridique donc, de la communication audiovisuelle. Voilà. Nous avons quelques questions. Vous allez tout à l'heure intervenir. Nous avons quelques questions des téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous suivre. Monsieur Aléchi, comment sont interpellés ou sanctionnés les responsables des dérapages à partir des réseaux sociaux et comment informer la population ivoirienne? Monsieur Koulibaly Ali nous dit pourquoi aujourd'hui les réseaux sociaux occupent-elles une place cruciale dans la vie? Et puis monsieur Fofana nous dit est-ce que les individus qui s'adonnent à des discours de haine ou des injures envers nos autorités, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter et d'extrader, car la majorité de ces personnes sont à l'étranger? Voilà. Est-ce qu'il y a une question qui vous inspire? Oui, moi je veux répondre sur la question qui concerne en fait les personnes qu'il faut extrader ou pas. Moi, je pense qu'en fait, quand on regarde la proportion de personnes qui diffusent du contenu sur les réseaux sociaux et la proportion de personnes qui sont réceptives
à ce message-là. On a beaucoup plus de créateurs de contenu, d'influenceurs par rapport à la population qui reçoit. Donc le gros problème pour moi, c'est de régler le problème à la base. C'est-à-dire le citoyen lui-même, il ne sait pas en fait traiter l'information qui arrive à lui. Absolument. Parce que même si ce sont des personnes qui sont à l'étranger, il a le réflexe automatiquement de partager au lieu de vérifier l'information. Il a le réflexe de commenter au lieu de signaler. Donc le gros problème aujourd'hui, si on doit le résoudre à la base, c'est pas forcément d'estrader des personnes, c'est pas forcément de sanctionner ces personnes qu'on ne peut pas forcément, j'aurais dit, attraper la main dans le sac, mais c'est de demander en fait aux citoyens d'avoir une attitude responsable sur les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Que je voulais... Vous voulez intervenir, M. Koulibaly? Oui. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que la place des réseaux sociaux aujourd'hui est indéniable. Elle occupe une grande place dans la vie de tous les citoyens. On le disait tantôt, c'est pour communiquer, donc on utilise les réseaux sociaux comme vecteur de circulation de l'information, mais aussi pour structurer la conscience collective. Ça aussi, c'est important de le dire. On a dit que pour briser, par exemple, la solitude, d'autres se retrouvent sur Internet. Pour les questions d'emploi, d'autres se retrouvent sur Internet. Pour aller rechercher la santé, d'autres se retrouvent sur Internet. Bref, pour renforcer ses capacités, d'autres se retrouvent sur les réseaux sociaux. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a l'impression qu'on a toujours eu Internet ou les réseaux sociaux. C'est récent. Si je ne m'abuse, c'est autour des années 2000 qu'il y a eu l'introduction, je vais dire, d'Internet dans nos habitudes. Ce qui va se passer, première question, c'est vrai que nous sommes dans la globalisation, dans la mondialisation. Est-ce que nos sociétés africaines ont préparé l'avènement des réseaux sociaux dans nos contextes africains? Et ce que je voulais dire, c'est que le CT Mbassou parlait de sondage. Le constat que nous faisons, c'est que nos sociétés africaines sont en transition numérique, sont en mutation constante, essaient de s'adapter. Parce que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Il y a un problème d'utilisation, il y a un problème de maîtrise. Et donc aujourd'hui, la problématique de l'alphabétisation des citoyens se pose. D'où le grand programme dont il a parlé. Justement, l'abécédaire des réseaux sociaux, est-ce qu'on le connaît? On ne le connaît pas. Quels sont les profils qui se retrouvent sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, c'est tous les profils, jusqu'aux enfants. Les enfants de 9-10 ans sont sur les réseaux sociaux. Là, je suis gentil, j'irai même un peu plus bas. Aujourd'hui, vous avez des enfants de 6-7 ans qui manipulent nos portables. À la maison, peut-être qu'on pense que c'est du jeu. Les jeux sont sur les réseaux. Et aujourd'hui, ceux qui sont nés peut-être aux environs de 1960, je vous assure qu'ils ont été alphabétisés, éduqués à l'utilisation, ils ont des smartphones. Donc tous les profils aujourd'hui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc la question de l'alphabétisation dont parlait le conseiller technique est quelque chose de très important. Très fondamental. Est-ce qu'on est alphabétisé? D'accord. M. Ouattara, vous voulez intervenir sur les différentes questions des internautes? Je vais dire que je vais abonder dans le sens de mes prédécesseurs pour dire que c'est vrai, il y a des dérives. Il y a des dérives. Le ministère focus sur la question donc, du traitement, de comment juguler ces dérives-là. C'est la formation, c'est vrai. Mais je vais vous faire une révélation. Quand le gouvernement est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat pour révisiter donc, la loi portant régime juridique de la presse, mais les parlementaires ont souhaité que les sanctions, les quantums donc des peines et les amendes soient 2-3 fois ce que nous avons dans les textes aujourd'hui. Mais le ministre a su argumenter pour dire qu'il ne faut pas que ça apparaisse comme une restriction des libertés donc, de parole. Parce que déjà, on dit qu'à 25 000 followers, on tombe dans la communication publique. Mais des gens avaient proposé qu'on aille jusqu'à 50 000, ce qui serait vraiment... Voilà, vous voyez. Donc, la société ivoirienne est consciente
de ce fléau-là, de ce fléau nouveau. On ne le comprend pas. Moi, j'ai vu, comme il a dit, moi j'ai vu des gens partager des informations sur transmises comme reçues. J'ai dit, mais ça ne te dédouane pas. Ça ne te dédouane pas, tu es responsable de la transmission. Moi, je ne t'ai pas demandé de m'informer. Si ça savait être un acte délictueux, tu es aussi coupable que le premier qui a fait ce poste sur les réseaux sociaux. Donc, extrader, je vais dire que le sondage a montré aussi que, c'est vrai, nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux. J'ai dit nous sommes parce que nous sommes tous toutes les générations. Nous sommes tous là-bas et c'est pas extrader ou n'est pas extradé qui est le problème, mais le sondage a montré que beaucoup sont sur les réseaux sociaux pour beaucoup d'autres choses positives que la délation, la désinformation, les infox et autres. Et beaucoup de ceux qui ont été sondés ne croient pas, donc ne donnent pas du crédit à la plupart des informations qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. On y va, comme M. Koulibaly l'a dit, pour le béret, pour se distraire, s'évader de la pression quotidienne. Donc vous nous dites, n'y croient pas. Donc vous nous dites que c'est beaucoup plus pour se divertir. Et on ne croit pas forcément à l'information. Oui, non, le discours devient haineux et violent selon les contextes. Voilà. Et quand le discours devient violent, il y a une interpellation qui est faite. Et donc, extrader les gens, c'est pas... Quand l'émetteur lui-même n'a pas de crédit, il finit donc par tuer sa communication, donc lui-même. Et donc, les populations sont rassurées que si un émetteur n'est pas crédible, l'information qu'il donne ne l'est pas aussi. Et donc, on prend de plus en plus de distance avec ces informations qui sont données sur les réseaux sociaux. Par contre, on prend très au sérieux les opportunités de formation, d'emploi, et comme on l'a dit ici, de recherche d'un mieux-être à travers le réseautage ou les activités que nous pouvons créer nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a péril dans la demeure, oui, mais on peut gérer avec la pédagogie avant d'aller à la sanction. Monsieur Kanga, je voulais vous demander, quand on parle de discours de haine, quand on parle de fake news, pour vous, qu'est-ce qui est plus dangereux? En fait, les deux sont dangereux. Parce qu'en fait, les deux phénomènes se nourrissent mutuellement. La fake news, pour parler de la désinformation et dans une certaine mesure de la mésinformation, c'est plutôt la fabrication de contenus mensongers à des fins de manipulation. Le discours de haine, on est plutôt dans une forme de communication qui a tendance à porter préjudice à quelqu'un du fait de caractéristiques particulières. Donc je vais exprimer de la haine, je vais injurier un groupe parce que politiquement, on n'a pas... Donc, en général, les deux fléaux vont s'entrelacer. La désinformation va souvent être motivée par des discours de haine ou des discours de haine vont être motivés par de la désinformation qu'on appelle fake news. Et schématiquement, on peut se retrouver dans une forme de cycle qui nourrit une sorte de cercle vicieux qui va, dans certains contextes, se présenter sous la forme de discours de haine, dans d'autres contextes, sous la forme de désinformation. Et même, il y a d'autres phénomènes corollaires. Il y a par exemple la radicalisation qui peut provenir, surtout dans des contextes d'extrémisme violent. On a le harcèlement, quand on va être dans des stéréotypes ou dans la misogynie, on a les intimidations. Donc, en fait, c'est difficile de choisir entre ces deux péchés, en fait. On ne vous demande pas de choisir. Non, parce qu'il ne faut choisir aucun. En fait, les deux sont dangereux et il faut les traiter. Ce sont des vases communicants, en fait. Voilà, merci. Il faut les traiter avec beaucoup de précision. C'est tout ce que je voulais soulever. D'accord. Alors, vous allez me dire, messieurs, les plateformes numériques sont-elles de manière complices, ou on va dire, est-ce qu'elles assistent de manière passive à la montée des discours extrêmes? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Je commence par vous.
Je le disais tout à l'heure, je parlais même du modèle économique des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous aurez en fait cette impression-là que lorsque quelqu'un publie quelque chose qui est assez lisse ou qui va dans un seul sens, on a l'impression que ce contenu-là n'est pas prisé en fait par les internautes. À partir du moment où c'est un discours qui polarise, ou c'est un discours qui divise, ben, automatiquement, on a ce réflexe-là en fait de prendre parti pour quelque chose qu'on aime, qui est indexé ou qui est agressé. Donc, techniquement, l'algorithme, en fait, il sait que c'est ce type de contenu-là qui va créer de l'engagement, qui va créer de l'audience. Et lui, c'est cette audience-là qui l'intéresse pour pouvoir, en fait, vendre tout ce qui est publicité. Donc, naturellement, en fait, je vais dire, implicitement, ils sont un peu coupables, en fait, de ce qui est en train de se passer. Toutefois, eux-mêmes, en interne, ils ont mis, en fait, des garde-fous pour pouvoir, en fait, sanctionner. Mais ces sanctions, en fait, ne sont pas automatiques. Ces sanctions-là, en fait, doivent venir d'un signalement. Et même au niveau des signalements, de manière technique, aujourd'hui, moi, je peux dire quelque chose qui n'est pas bien. M. Kanga me signale, mais ce n'est pas parce que M. Kanga m'a signalé qu'automatiquement, le réseau social va essayer de déclencher, en fait, ou d'amorcer le processus de sanction. Il faut que plusieurs personnes me signalent à la même heure et au même moment. Ce qui n'est pas forcément évident. Oui, c'est clair. Des bandes organisées, c'est quelque chose qui est très faisable. Parce que, et ça se fait. Ouais, oui, ça se fait. Il suffit d'un coup de fil. Mais je l'ai dit très souvent, comme le processus est long, on a l'impression en fait que ces plateformes-là se rendent coupables également de tout ce qui arrive. Parce que lorsqu'il y a une hémorragie, tout de suite, on a besoin de guérir la plaie, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc moi, personnellement, de loin, on a l'impression que ces réseaux sociaux-là se rendent coupables parce que le mécanisme en fait éditorial fait que très souvent, c'est ce type de discours-là qui monte beaucoup plus rapidement parce que l'algorithme aussi te propose ou nous propose des contenus auxquels on a été exposé même pendant seulement que 3 secondes. Deuxième chose sur laquelle je veux rapidement intervenir, c'est que l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit dans divers pays, collabore aujourd'hui avec des entités comme la PLCC ici en Côte d'Ivoire, essayent de faire plusieurs efforts pour qu'en fait ce genre de choses-là ne puisse plus en fait se propager. Voilà. Monsieur Ouattara, Oui. Pourquoi les autorités de régulation de la communication ne contactent pas les créateurs de réseaux sociaux pour qu'ils puissent renforcer les conditions d'utilisation de leurs applications? Bon, dit comme ça, je crois que c'est la question. C'est dit de Mme Angela, elle est en Côte d'Ivoire ici. Dit comme ça. Non, je crois que vous aurez peut-être l'occasion de discuter de long en large avec la ACA, qui va certainement s'y prêter au jeu, parce que la ACA est dans un rôle de régulation qui lui permet donc d'interpeller, de sensibiliser, d'interpeller sur la gravité d'un contenu qui peut porter atteinte à la dignité, qui peut porter atteinte à la cohésion sociale, qui peut porter atteinte à la sécurité nationale. Donc, on a vu des contenus qui ont été retirés à un moment donné. Oui. Moi, je me souviens, dans la folle nuit du 3 février 2024, après la longue nuit que nous avons connue après la victoire, pendant la CAN, nous, on n'a pas dormi. C'est vrai que nos frères ont dormi tôt, mais nous, on n'a pas dormi. On a vu circuler une vidéo sur les réseaux sociaux disant qu'un marché de la commune de Cocody était en feu, justement, incendie provoqué par des mécontents du résultat de ce match-là, ce jour-là. Imaginez s'il n'y avait pas une réaction prompte pour retirer ce contenu-là, ce que ça aurait donné au réveil dans la ville d'Abidjan en termes de réaction des Ivoiriens face à ce qui n'est qu'un fake news, c'est un faux qui a voulu être utilisé pour fragiliser davantage la société ivoirienne. Non, je crois que la ACA est dans son rôle. La ACA a un cahier de charges et s'appuie sur les textes de loi pour faire correctement son travail. Il faut aussi que nous apprenions à connaître bien les textes qui régissent la ACA. Très bien, nous allons bientôt passer à la deuxième partie, mais juste avant, j'aimerais vous poser la question suivante.
est-ce qu'on constate que souvent les internautes s'érigent en tribunal public? Et donc, souvent, on a le sentiment que le gouvernement est tout à fait indifférent, ne subit pas de pression. Des fois, on a l'impression que le message est écouté. Quel est le juste équilibre? Non, je vais dire que le message est toujours écouté. Le message est toujours écouté. Les internautes peuvent avoir le sentiment d'être cachés derrière un écran, mais personne n'est caché en fait. Le gouvernement, un État donc responsable comme la Côte d'Ivoire, comme le gouvernement qui est en place, rien ne lui échappe. Seulement, on ne réagit pas. Le gouvernement se donne les moyens de bien instruire la question. Il a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas, à partir d'une seule plainte, donc bloquer un élément, un contenu donc, sur les réseaux sociaux. Donc le gouvernement prend le temps. Il arrive que dans la perspective même, peut-être que mon frère n'est pas le problème. Mais à partir de lui, on peut aller à la source. Au réseau. Donc lui, il ne compte pas. Voilà. Donc il compte, mais bon, vraiment, il n'est pas embêté. Mais à partir de lui, on peut remonter la chaîne et puis couper la source du mal. Voilà. C'est ce qui donne souvent l'impression que le gouvernement ne réagit pas, mais le gouvernement réagit toujours. C'est bien noté. Nous abordons la deuxième partie de cette émission. Nous parlons donc du discours de paix ou de haine, les causes et les conséquences. Mais juste avant, un reportage signé F. Bouy. En mai 2021, une communauté originaire de l'Afrique de l'Ouest vivant en Côte d'Ivoire a été la cible d'attaques de la part de certains citoyens ivoiriens. Cela après des discours haineux en rapport avec une vidéo virale non vérifiée véhiculée sur les réseaux sociaux. En août 2024, une série d'accusations non fondées incriminant des personnes homosexuelles dans une supposée affaire de pédocriminalité a fait des vagues. Des propos homophobes seront relayés. Les espaces numériques offrent des opportunités de communication et de rapprochement. Malheureusement, ils sont le théâtre de discours haineux et violents. Les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui très accessibles à tout le monde et également qui garantissent aussi l'anonymat de ceux qui donnent de ces informations-là, cela fait que les discours de haine sont devenus de plus en plus viraux. Les discours de haine s'alimentent de fake news pour pouvoir distiller les informations. Aujourd'hui, tout le monde a accès à ces plateformes-là et tout le monde peut donner du contenu, ce qui fait que certaines informations qui ne sont pas filtrées envoient des discours et ces discours-là enveniment de plus en plus le climat politique. Anonymat, polarisation des opinions, mésinformation et manipulation. On peut ajouter d'autres causes comme le désir de pouvoir et de domination, l'imitation sociale et la normalisation. Les conséquences de la diffusion des discours de haine sur les réseaux sociaux peuvent porter atteinte entre autres à la cohésion sociale. Il y a les affrontements intercommunautaires, les violences, les méfiances entre les populations. Il y a les discriminations. Et aujourd'hui, les discours de haine font que même quand il y a un sujet qui n'est pas politique, le sujet est très vite politisé. Et même quand un individu pose un acte répréhensible par la loi, on ne voit pas l'individu, mais on voit à travers l'individu sa communauté. La démocratie même est en jeu. Il faut contrer la tendance en promouvant des messages de paix, de tolérance et d'inclusion. Ces messages ont l'avantage de renforcer les liens sociaux, de sensibiliser, d'éduquer, d'encourager à l'engagement citoyen. Je vous voyais tous acquiescer. Alors, je vais vous donner la parole, M. Koulibaly. Oui, en tout cas, c'est un très bon élément qui vient de passer et qui questionne un peu les causes de cette montée en puissance de discours haineux qui fragilisent la cohésion sociale. Peut-être le premier commentaire que je peux faire, c'est que sur les réseaux sociaux, malheureusement, le constat qu'on fait, tout le monde est créateur de contenu. Donc, on est créateur de contenu au mépris des règles minimales de déontologie en la matière. Ce ne sont pas des professionnels qui manipulent l'information. Ça, c'est bon de le préciser. Sur les réseaux sociaux, chacun crée son contenu. Et comme on ne respecte pas la déontologie du métier,
Ce qui se passe, c'est que l'information peut être manipulée. On a la fragilité de ces réseaux sociaux, mais qui crée le contenu? Ce sont des individus. Mais ces individus-là peuvent souffrir même de problèmes de santé mentale. Quelqu'un peut être atteint de névrose, donc de stress post-traumatique. Quelqu'un peut être atteint, je vais dire, d'anxiété grave, se retrouver sur son clavier et puis produire du contenu qui reflète la fragilité de l'individu. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on est dans une société écartelée. Aujourd'hui, les familles ont volé en éclats. Excusez-moi de vous le dire, mais en termes de socialisation ou d'éducation, il y a quand même une certaine rupture dans la communication avec les enfants. Aujourd'hui, qui éduque nos enfants? On penserait que ce sont les parents, mais à la vérité, ce sont les réseaux sociaux aussi qui contribuent à l'éducation des enfants. Et malheureusement, c'est de façon brutale que les enfants apprennent certaines choses. Donc pour moi, l'une des causes de ces discours haineux est aussi en lien avec le contexte dans lequel nous vivons. Le contexte politique, on le connaît en Côte d'Ivoire. Plusieurs ruptures de liens sociaux qui ont abouti en 2002 à la rupture de fait. Mais tous ceux qui sont nés en 2002 jusqu'à aujourd'hui, quel est leur comportement? Est-ce qu'ils sont abreuvés à des codes de violence? Est-ce qu'on est dans des cycles de violence qu'on reproduit sur les réseaux sociaux? Et donc pour moi, il faut aussi qu'on regarde les effets pervers que la longue crise qu'a connue la Côte d'Ivoire a eu sur les individus en termes d'habitude, en termes de comportement. Donc il faut aussi regarder de ce côté et voir aussi que la pression économique, et ça ce n'est pas, je vais dire, spécifique à la Côte d'Ivoire. Vous avez vu tout ce qu'on a connu autour de nous, la crise russo-ukrainienne, vous avez vu les crises au niveau de la sous-région. Tout cela fait qu'on a la cherté de la vie. Donc d'autres peuvent aller sur les réseaux sociaux pour aller dénoncer la cherté de la vie. Donc les contextes peuvent susciter des comportements, des contenus qui peuvent prendre un terreau dans la situation que nous vivons, malheureusement. Malheureusement. Et là, messieurs, on a tous constaté que beaucoup de personnes se disent influenceurs, influenceuses. Alors, qu'en est-il vraiment? Qui est influenceur? De qui ne l'est pas? Et puis, quel est le rôle, ou quel devrait être le rôle de ces influenceurs-là sur, justement, le contenu donc, de la diffusion du message? Là, si vous m'étendez la pêche, je la saisis. On va faire... Je reprends ma perche, je la lui donne. D'accord. Moi, je veux rapidement revenir sur ce qu'il disait au niveau de la diffusion et de la manipulation de l'information. Très rapidement. Il faut savoir que les réseaux sociaux eux-mêmes, ce qu'ils considèrent comme un contenu qui est pertinent, ce n'est pas forcément un contenu qui est vrai. C'est un contenu qui a été beaucoup partagé, beaucoup liké et sur lequel beaucoup de personnes ont réagi. Donc, ce qui fait qu'on peut voir une information qui peut être fausse, mais le premier commentaire qui va apparaître, c'est le commentaire que les réseaux sociaux considèrent comme un contenu, un commentaire qui est pertinent. Et si ce commentaire-là, c'est une fausse information, quelqu'un qui n'a pas le réflexe de pouvoir bien traiter cette information-là, tout de suite est corrompu et il partage aussi l'information. D'où, en fait, l'intérêt d'avoir, en fait, je ne peux pas dire des institutions ou bien des médias, parce que quand nous sommes sur les réseaux sociaux, lorsqu'il y a une information, on a tous le réflexe d'aller directement voir sur X Média ou sur X Média national, voir si l'information est vraie ou pas. Donc, je me dis, à ce niveau-là, au niveau de la manipulation de l'information, il faudrait également que nos médias puissent également se mettre au diapason de la manipulation, le traitement de l'information. Voilà. D'accord. Vous pouvez répondre à ma question? Qui est influenceur, qui ne l'est pas, et quel est le cahier des charges de ces personnes-là? À peu près, oui. Ok, d'accord. En fait, déjà, il faut savoir que le créateur de contenu, son métier, ce n'est pas de venir régulièrement sur les réseaux sociaux pour diffuser des messages de paix. Il crée du contenu pour manger.
Ils créent du contenu pour pouvoir vivre. Oui. Donc, si on doit associer ce personnage X à une politique de sensibilisation, il faut bien qu'on puisse créer le cadre et demander à cette personne-là de travailler, on va dire, pour le pays ou pour la nation. Parce que les actions ponctuelles, oui, c'est bien, mais à partir du moment où il y a un fait qui se passe, tout de suite, les gens ont tellement confiance à des créateurs de contenu que les gens se fient à l'information que ces créateurs de contenu ou ces influenceurs vont diffuser. Donc, le truc, c'est vraiment de créer aussi le cadre pour dire, bon, OK, vous, les créateurs de contenu X des influenceurs, aujourd'hui, on veut créer un cadre de collaboration qui fera qu'aujourd'hui, vous, on va vous utiliser également comme des relais. Mais comme pas derrière, il n'y a pas une rétribution pécuniaire, ben, les gens, en fait, la priorité des gens aujourd'hui, ce n'est pas forcément de mener ce combat-là sur le long terme. Oui, il y a des actions ponctuelles où on va les réunir, on va les former, mais après, pas derrière, est-ce qu'ils disent réellement la vérité en disant, par exemple, au ministère de la Communication, oui, on est d'accord avec tout ce que vous faites, mais pas derrière, qu'est-ce que vous faites, vous pensez à nous? Qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, qu'est-ce qu'on gagne? Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Sinon, on a beaucoup de créateurs de contenu ici qui soutiennent l'action gouvernementale, qui sont responsables, mais après, je dis, comme ce n'est pas périn et comme ce n'est pas sur le temps, ça laisse souvent certains trous, en fait. Voilà. Monsieur Boka, quel est votre sentiment? Kanga. Pardon, oui, donc sur la question de qui est influenceur, jusqu'à la modification de la loi de 2017, la modification en 2022, tout le monde pouvait se lâcher. Mais je pense que la modification en 2022 de la loi sur la communication audiovisuelle a défini 3 nouveaux profils qui émergent, donc le web activiste, le blogueur et puis l'influenceur. En ce qui concerne l'influenceur, c'est plutôt celui qui va utiliser ces espaces, ces profils pour créer du contenu qui ont pour vocation d'influencer le comportement des consommateurs. Et donc, dans cette définition, on va voir que le législateur ivoirien va insister sur la dimension commerciale de l'activité de créateur de contenu à titre d'influence commerciale. Le web activiste, il est plutôt un idéologue. Le blogueur, il est plutôt le propriétaire d'un blog, pour faire simple. Donc ça, c'est ça l'influenceur, mais on n'est pas encore dans un cadrage de l'activité. L'activité est émergente, ils ne sont pas soumis à une fiscalité en tant que telle. Pour justifier qu'ils sont professionnels de la communication, ce n'est pas aussi évident comme les autres professionnels de la communication. Donc c'est une activité qui se cherche, on va dire, et qui va au gré des personnalités qu'on peut identifier. Et c'est ce qui va expliquer ce que Boka dit en ce qui concerne le rôle. La responsabilité des influenceurs va dépendre de l'influenceur lui-même. S'il est suffisamment conscient de la portée de son discours, de son truc, il va jouer le jeu. S'il n'en est pas conscient ou si lui-même il est de mauvaise foi, il va jouer le jeu de la mauvaise foi. Donc, je pense que là, il y a un travail d'encadrement et d'accompagnement à initier pour ces métiers émergents du numérique qui, d'une certaine manière, parce que moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a du mal à encadrer cela de façon truc, mais on les utilise. Par exemple, tous les camps politiques en Côte d'Ivoire ont leurs influenceurs. Ils ont leurs avatars, ils ont leurs web activistes, ils ont leurs blogueurs. Mais quand il s'agit d'encadrer cela à travers la profession même en tant que telle, on est là, on se contente d'un article dans toute une loi. On a du mal à les considérer comme de nouveaux acteurs de la communication et on se retrouve chaque fois qu'on doit débattre de nous interroger sur leur influence qui est insidieusement reconnue. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire. C'est assez gênant. D'accord. Monsieur Klebali, vous vouliez... Oui, je voulais réagir sur le premier... En 2 phrases, s'il vous plaît, parce que M. Ouattara a tendance à... Non, vraiment en 2 mots. Je voulais revenir un peu sur la question de discours de haine et de la manipulation qui s'ensuit et tout ça. Il a parlé de fact-checking, comment le citoyen lambda qui est assis
à Pékin-Oubli peut aller vérifier l'exactitude d'une information. C'est tout ça le combat aujourd'hui du ministère. C'est pourquoi le ministère a commencé par dire ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne. C'est le premier volet. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne. Et pour expérimenter cela, le DG de la police a été habillé en cosmonaute. Il était dans l'espace, alors qu'il n'a jamais été dans l'espace. Pour montrer aux gens que les créateurs de contenu, justement... C'était osé quand même. C'était osé. Oui. Mais la deuxième phase, c'est halte au cerceau numérique. C'est le discours de haine. Halte donc au cerceau numérique. C'était un élément qui est pris aussi en compte. Et c'est tous ces éléments-là qui vont faire partie donc du contenu de la deuxième vague des sessions que le ministère va organiser avec les journalistes, avec les plateformes numériques, avec les influenceurs. Même si on a du mal à capter. Justement, on a vu que selon les contextes, l'influenceur... oui, selon les contextes, quand vous prenez... beaucoup d'Ivoiriens étaient sceptiques quant à l'utilisation, par exemple, de ce qu'on appelle l'influenceur en Côte d'Ivoire pour accompagner la mobilisation pendant la CAN. Mais au résultat, on a vu que c'était positif. Donc, selon le contexte, comme il le dit, quand l'influenceur est pris en main, quand on lui fixe des objectifs et qu'en retour, il sait que ce qu'il gagne en allant créer un contenu lui-même, il peut le faire en toute responsabilité et gagner quelque chose. C'est sûr que petit à petit, on va réussir à juguler donc les mauvais contenus qui viennent donc pourrir la vie des gens. Mais ce que vous dites m'emmène à vous poser la question suivante. Est-ce que tout ce qu'ils disent est faux? Ça peut ne pas plaire, mais ça peut être vrai également. Donc, où est la limite? Entre ce il y a des influenceurs ou des personnes qui créent du contenu, elles peuvent dire des choses déplaisantes, mais qui sont des choses vraies. Donc, quelle est la limite? La frontière est vraiment, qu'on appelle ça, je vais dire étroite, parce que j'ai dit tout à l'heure que beaucoup ne croient pas déjà à tout ce qu'on voit en ligne, en tout cas sur la base du sondage. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour amener chaque influenceur à comprendre que son rôle doit être positif. Son rôle doit contribuer à construire la société ivoirienne, à accompagner l'action gouvernementale quand il peut, quand il veut, quand il peut et quand il veut, et faire en sorte que nous ayons une société harmonieuse qui se penche beaucoup plus sur les questions essentielles que sur les fake news. Monsieur Koulibaly, est-ce que vous êtes d'accord avec son point de vue par rapport au fait qu'on est friand, la population est friande de contradictions, est friande également d'informations gênantes qui pourraient être vraies ou fausses? Oui, alors, moi j'ai un gros problème avec le mot influenceur, qui est galvaudé, mal utilisé au quotidien. Est-ce que une dame qui vient sur les réseaux sociaux, qui produit du contenu en lien avec des produits qu'elle vend pour grossir par exemple les fesses, est-ce qu'on la considère comme influenceuse? Vous avez donné la définition, elle influence des comportements. Et on a dit, est-ce qu'on tient compte de l'éthique? Est-ce qu'on tient compte de la morale, Mariam? Est-ce qu'on tient compte de la responsabilité? Parce que vous avez plus de 25 000 abonnés, par exemple. C'est quand même des personnes qui vous suivent, des personnes qui vous prennent comme exemple, comme modèle. Et vous produisez des contre-valeurs. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes influenceur? Moi, c'est la question que je me pose objectivement. Maintenant, ce genre de cas, on en voit un peu partout. Où le contenu, c'est le contenu qui fait vendre, parce qu'on veut avoir une monétisation rapide. Et malheureusement, sous nos cieux, c'est que nos médias adoubent ces influenceurs. Aujourd'hui, on a des influenceurs qui sont devenus des animateurs ou des animatrices, qui viennent même ravir la place aux présentateurs qui ont suivi, je veux dire, les canons classiques de formation. Donc, si on les met sur les plateaux, ça veut dire qu'on adoube et on légitime ces comportements qui, malheureusement, poussent à la dérive tous nos enfants, toute la jeunesse. Donc, pour moi, il faut qu'on fasse attention. Est-ce que l'influenceur, c'est celui qui est dans le rôle
d'éducation au respect des droits fondamentaux? Est-ce que c'est celui qui contribue à la consolidation de la cohésion sociale et de la paix, ou c'est celui qui, au mépris des valeurs éthiques, au mépris de la transparence, va produire un contenu rien que pour se faire de la thune ou de l'argent? Donc voilà en fait moi mon sentiment, et il est mitigé. Et c'est déplorable qu'on puisse avoir beaucoup plus de pseudo-influenceurs que des influenceurs qui viennent pour construire une conscience collective positive qui va vers le développement économique et social. Je dis quelque chose rapidement, ajouter de l'eau à son moulin. Au niveau du statut d'influenceur ou de créateur de contenu, en parlant d'exemples qu'on donne à la société, il ne faudrait pas en fait que des influenceurs disent des choses aujourd'hui, c'est toléré, et que le lendemain, quand ils ne sont pas peut-être d'un autre bord ou ils sortent peut-être d'un clan, c'est sanctionné. Parce qu'après, à partir du moment où ils ont dit des choses qui ont été tolérées et que ça n'a pas été sanctionné, ça sert d'exemple et tout le monde pense que c'est normal. Donc il faudrait également que je n'indexe pas en fait la loi, mais je dis il faudrait aussi que... Mais pourquoi ce serait toléré spécifiquement? Mais il y a un législateur. Je veux dire, en fait, les réseaux sociaux ne vont pas sanctionner. C'est toléré parce qu'il est influenceur, c'est ce que vous voulez nous dire? Oui, c'est toléré pour des raisons X que je ne saurais expliquer. Voilà, c'est-à-dire, un influenceur A dit quelque chose aujourd'hui qui n'est pas bien. À partir du moment où il n'est pas sanctionné, à partir du moment où il n'y a pas un communiqué pour indexer cette personne, à partir du moment où il y a un silence, toute la population estime que c'est une bonne pratique. Et cette bonne pratique-là, tout le monde essaie de la copier. Demain, quand une autre personne fera la même chose, on va sanctionner la personne et tout le monde se demande, mais à X date, il y a une personne qui a fait la même chose et ça n'a pas été sanctionné. Donc je me dis, il faudrait également que le législateur puisse prendre ses responsabilités pour que la loi qui s'applique à X, mais s'applique aussi à Y, à un moment donné ou dans un contexte particulier. Voilà. Nous donnons la parole à travers ma voix au public qui nous fait l'amitié de nous suivre. Monsieur Seu, est-ce que les hommes politiques ne sont pas à la base de certains discours de haine sur les réseaux sociaux? Deuxième question, Monsieur Jacob, est-ce que la HACA n'a pas la capacité de filtrer ou de restreindre la publication de certains contenus? Par exemple, on voit de plus en plus de personnes exhiber leur corps, nus ou à moitié nus, des propos immoraux ou injuriés. Et à l'inverse, divulguer des contenus sains qui font la promotion des bonnes moralités, qui montrent le bon modèle. Monsieur Seu, encore une autre question. Est-ce que les discours haineux ne résultent pas de nos rapports conflictuels de société? Dernière question, pourquoi les autorités de régulation de la communication ne contactent pas les créateurs? Bon, cette question elle a déjà été posée, elle n'a pas été supprimée. Donc voilà, on a 3 questions. Laquelle vous inspire? Oui. Monsieur, toujours hâte à prendre la parole, Monsieur Ouattara. Non, je vous en prie, allez-y, Monsieur Ouattara. D'accord, merci bien. Non, il faut savoir que, je l'ai dit en amont, l'État de Côte d'Ivoire veut se donner vraiment les moyens d'assainir le milieu. On a parlé tout à l'heure d'influenceurs. C'est une appellation très souvent galvaudée, mais qui est admise et qui a été donc incorporée dans la loi de 2022 sur le régime juridique de la communication audiovisuelle. L'effort du gouvernement à travers le ministère de la Communication, c'est d'arriver donc à faire de ce concept-là, petit à petit, un concept positif, qu'il ne soit pas négatif. C'est pour ça que le ministère prévoit donc des rencontres, des sessions avec tous ceux qu'on peut identifier comme influenceurs pour leur dire, attention, nous n'avons qu'un pays. Nous sommes Ivoiriens, nous n'avons qu'un pays. Il est bon que nous allions tous dans la construction de notre pays avec des discours responsables. On dit que sur la question de la HACA, est-ce que la HACA ne peut pas restreindre certaines ou carrément bloquer certaines publications? Je ne vais pas répondre à la place de la HACA parce que la HACA est une autorité administrative indépendante, donc autonome, qui pourra donc expliquer. Mais ce que je peux dire... Vous travaillez avec la HACA, vous me donnez votre point de vue. Ce que je peux dire de ma position, c'est que
la AK intervient très souvent quand le contenu est publié. En ce moment que la AK découvre et que la AK donc se met en branle pour interpeller, sensibiliser. Donc vous voyez qu'il y a des événements qui sont passés dernièrement. La AK n'est pas allée à la sanction. La AK est allée donc à l'avertissement, au rappel du dispositif donc, juridique qui donc frappe les auteurs des comportements qu'on a pu remarquer. Je dis que l'action du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas tant d'aller rapidement à la sanction, mais à l'éducation. L'éducation de nos populations à des comportements responsables, à des pratiques responsables sur les réseaux sociaux. Sinon, vous allez sanctionner. Il a dit, le vol existe il y a longtemps. Il y a le code pénal qui est là, mais les gens continuent de voler. Il y avait d'autres questions. Si la répression n'est pas la solution, le ministère, le gouvernement pense que c'est plutôt la sensibilisation et l'éducation qui nous feront donc faire des grands pas et faire des influenceurs positifs et non pas... Parce que l'influenceuse qui vend son produit cosmétique, tant qu'elle reste dans la limite du commerce, il n'y a pas de problème. Mais quand on dévie et qu'on descend donc dans l'atteinte aux mœurs, ça devient un problème. Et c'est ce qu'il faut chercher à corriger. Il faut avoir un environnement des réseaux sociaux donc assaini. Monsieur Guébay, vous vouliez intervenir tout à l'heure? Oui, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas se leurrer. Lorsque les partis politiques ont eux-mêmes leurs influenceurs, à la fin, c'est difficile d'aller directement à la sanction. Donc, ça met du temps. Ça met du temps. Première observation. Deuxième observation, il faut dire que lorsqu'on est dans un pays, il y a l'espace qui est là et il y a la liberté d'expression. Certaines personnes, à un moment donné, peuvent estimer que leur liberté d'expression est réduite. Internet est un exutoire, qu'on le veuille ou pas. Les gens iront vers Internet pour aller déverser leur colère, créer du contenu pour informer l'opinion publique d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en réalité, en fonction des pays, regardez par exemple le printemps arabe, comment on a renversé les différents régimes, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Algérie, que ce soit au niveau de la Libye, on est passé par les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont un puissant moyen aussi pour pouvoir demander un peu plus de démocratie. Voyez-vous, on peut utiliser les réseaux sociaux pour demander la démocratie. Donc il faut un savant dosage, un équilibre. Lorsque les gouvernants sont dans l'espace, il faut veiller à ce que même l'opposition et tous les acteurs puissent avoir accès aussi à cette liberté d'expression pour pouvoir communiquer leur opinion. Sinon, je pense qu'ils vont créer d'autres opportunités pour se faire entendre. D'accord. Monsieur Kanga, quelle nuance faites-vous entre la liberté d'expression et la diffusion de messages haineux? Oh, la nuance, elle est nette. Elle est nette. Il y a, en fait, je pense que c'est une ligne rouge. Utiliser sa liberté d'expression pour diffuser des discours de haine, c'est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Nous, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, je pense que le positionnement de la Côte d'Ivoire, c'est une liberté encadrée. Ce n'est pas une liberté absolutiste qui, naïvement, peut s'autoréguler comme on peut le penser dans certains courants juridiques. En Côte d'Ivoire, on a fait l'option d'une liberté qui est encadrée par des garde-fous. On ne peut pas dire certaines choses. En fait, il faut pouvoir équilibrer votre liberté d'expression avec l'intérêt général. Donc, il y a, à partir du moment où ce que vous dites peut porter atteinte, peut porter préjudice à autrui, il y a normalement la régulation et la justice qui peut intervenir pour dire attention, vous avez grillé un feu rouge en matière de liberté d'expression, donc il ne faut pas. Et justement, c'est cela, c'est cette approche, cette doctrine à laquelle les premiers législateurs ivoiriens ont cru à travers les différentes constitutions. C'est cette doctrine qu'on essaie d'appliquer et qu'on n'arrive pas totalement à appliquer avec l'avènement d'un nouvel espace qui est les réseaux sociaux où, et Yannick l'a évoqué, on peut souvent avoir le sentiment d'un deux poids, deux mesures parce que dans certains cas, on a une célérité pour sanctionner et dans d'autres cas, on a l'impression que ça traîne. Et donc, le silence de l'autorité aussi peut être le lead à des interprétations, ce qui fait que
on peut se retrouver dans des situations où ceux qu'on sanctionne deviennent des martyrs, deviennent des héros. Donc finalement, en voulant sanctionner, on a créé un autre problème. Et j'ai dit souvent que c'est comme si on tuait un moustique avec un marteau. On aura peut-être tué le moustique, mais on aura fait plus de dégâts. Donc la précision en termes de régulation et de justice, elle est importante. La question de la formation, on en a beaucoup parlé, elle est très importante. Et puis, le troisième aspect qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est la responsabilisation des plateformes. Les plateformes numériques, il nous faut arriver à les responsabiliser dans la célérité parce que vous signalez un contenu aujourd'hui haineux, il va falloir attendre peut-être 1, 2, 3, voire 1 mois avant qu'il soit retiré. Et là encore, ça, c'est quand ça aboutit. Sinon, mais pendant ces mois, il a été vu. Mais tout à l'heure, vous l'avez bien expliqué, en parlant d'algorithme, en disant que c'est c'est lorsque ça suscite. Donc, il nous faut arriver à des mécanismes qui responsabilisent un peu plus les plateformes. Parce que les plateformes, elles sont dirigées par des organisations qui ne sont pas, par exemple, qui connaissent le siège de Facebook à Abidjan. Donc ça veut dire que ce n'est peut-être pas adapté également au contexte africain, sinon ivoirien. Non, ce n'est même pas adapté à un contexte. C'est seulement que c'est une réalité de notre époque. C'est ça. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas aussi supprimer. Je prends par exemple en 2015-2016 en Turquie, le coup d'État contre Erdogan réussit. Mais quel est l'outil avec lequel le président Erdogan reprend le pouvoir? C'est Facebook. C'est Facebook. Et comme du sort, ironie du sort, quand il vient, il interdit Facebook. Bon, c'est un autre débat. Donc, on doit composer avec. On doit composer avec. Plutôt pousser la réflexion pour voir comment est-ce qu'on essaie de réguler. D'accord, on va en arriver. C'est l'étape suivante, si c'est vraiment une intervention. Je veux dire rapidement que sur la question donc, de la réaction de l'État face donc, à certaines sorties de nos influenceurs, de nos animateurs donc, de plateformes. Non, je crois que la sensibilisation qui est faite, la formation qui est faite, est adressée à tout le monde. Et moi, je connais des personnalités proches donc, du parti au pouvoir qui ont été interpellées donc, par la PLCC. J'en connais. Donc, il n'y a pas de... Peut-être qu'on n'a pas fait beaucoup de bruit autour. C'est ça. On n'a pas fait beaucoup... Non. On est dans un environnement où il faut faire beaucoup de bruit autour. Non. Mais il y a eu, qu'on appelle ça, notre sœur d'Agamé dans l'affaire, de la vidéo même qui est passée, qui a été déférée. Donc, le gouvernement ne trie pas. Le gouvernement a une politique adressée à l'ensemble donc, de la population ivoirienne et il n'y a pas de préférence. Ce que le gouvernement souhaite, c'est que nous soyons tous responsables. Le ministre dit, ce que nous ne faisons pas dans la vie réelle, ne l'emmenons pas en ligne. Voilà. Donc, c'est un message qui est adressé à l'ensemble de la population ivoirienne et sans vraiment regarder les appartenances claniques ou partisanes. D'accord. Monsieur Ali Bouka, rapidement, avant que l'on passe à la troisième partie. Rapidement rebondir sur la question... On m'a retiré les questions de ma tablette, donc je ne peux même pas vous... Laquelle concernant quoi? Est-ce que les hommes politiques sont aussi à la base et tout? Moi, je pense que de la même manière que le conseiller technique nous a expliqué la démarche pour aller sensibiliser, éduquer et former des personnes de l'intérieur du pays, je pense que cette même démarche doit être également faite au niveau de notre élite politique parce que tout ce qu'on a vu ces derniers temps-là n'honore pas vraiment en fait la Côte d'Ivoire. Je pense que les partis politiques ont également besoin de sensibilisation. Il faut également qu'on crée ce cadre-là. On a souvent l'impression que l'élite est déjà bien informée par rapport à ce genre de jeunes, mais on se rend compte que c'est cette élite-là qui a vraiment besoin de renforcement des capacités au niveau de l'accompagnement. Et je pense que c'est un cri de cœur parce que tout part également par ces personnes-là. Par ces personnes-là. Beaucoup adulés en fait dans le public. Vous allez peut-être en parler encore. Nous sommes à la dernière étape de cette émission. Donc la troisième phase, nous parlons de recommandations justement pour un discours apaisé sur les réseaux sociaux. Donc nous avons un élément de reportage qui est signé Seydou Ouattara. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas créé même les réseaux sociaux, mais nous avons
cette attitude-là à faire comme si les réseaux sociaux sont nos journaux intimes. La première des choses, c'est de prendre conscience. Et l'État, vous devez avoir une structure bien organisée qui va suivre les différentes personnes qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux. Donc même à l'école, il faut qu'on instaure ça parce que c'est une chose qui est entrée dans nos gènes maintenant. Donc à l'école, tout comme on fait EDHC, on doit maintenant introduire la question des réseaux sociaux pour pouvoir bien les utiliser. Les réseaux sociaux devraient être des lucarnes, mais devraient être des sites éducatifs, comme on le voit dans certains pays. Mais nous constatons que de nos jours, il y a des personnes qui utilisent ça à des fins de règlement de compte. Ou bien vrai que nous sommes d'accord qu'il doit avoir la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression a des limites. L'État doit s'impliquer en créant soit une brigade ou bien un comité de gestion des informations qui passent sur les réseaux sociaux. Concernant les réseaux sociaux, il faut d'abord reconnaître l'effort qui a été déployé par la PLCC sur les réseaux. Mais n'attendons pas forcément de l'État. Nous, en tant que citoyens, nous pouvons prendre nos responsabilités. Bannir des propos désobligeants, des propos de haine. Si aujourd'hui, nos artistes essaient de communiquer, de faire une promotion de la bonne humeur, de la bonne entente. Il y a plein de choses à faire encore, comme par exemple alourdir les sanctions contre les personnes qui sont là pour propager la haine sur les réseaux sociaux. En plus de cela, on peut commencer à élever nos enfants dès le bas âge à ce qu'ils puissent bien utiliser les réseaux sociaux, puis sensibiliser autour de nous. Lorsque un artiste ou bien une personne influenceuse poste un discours, il faut que nous sachions, disons, commenter ce que la personne a posté. Si une personne a posté quelque chose qui va en encontre de ce que l'influenceur a posté, il faut que dans les commentaires, les gens puissent lui dire que « Ah, mon frère, bon, ne fais pas ça, mon frère, c'est comme ci, c'est comme ça. » Je tiens à leur dire d'analyser leurs propos avant de les balancer et d'avoir des propos de courtoisie et surtout respect d'autrui. Pour un discours apaisé sur les réseaux sociaux, il faut une bonne communication. Qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux? À quoi doivent servir les réseaux sociaux? Il y a une mauvaise communication autour des réseaux sociaux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous constatons que les réseaux sociaux sont utilisés pour tout. Si les sociologues, les personnes des sciences, c'est-à-dire des personnes qui maîtrisent la matière, peuvent faire d'énormes communications là-dessus pour montrer l'intérêt des réseaux sociaux aux jeunes, je pense que vraiment beaucoup de choses pourront être résolues. Sociologue sur le plateau. Alors, quelle communication pouvez-vous faire et puis que vous inspire ce micro-trottoir? Oui, je pense que les Ivoiriens commencent à s'approprier cette problématique des réseaux sociaux parce que tout le monde utilise les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Et comme on l'a dit au cours de cette émission, pour moi, il faut aller à la dédramatisation à 8 mois des élections. Parce qu'on l'a dit sur ce plateau, lorsqu'on est dans un contexte préélectoral, automatiquement, on a comme des campagnes de propagande, de désinformation, d'intoxication et véritablement, ça pollue l'environnement digital. Donc pour moi, il faut aller à la dédramatisation de processus électoral de 2025 en utilisant l'humour. On a des grands humoristes ici. Ils peuvent utiliser aussi les réseaux sociaux pour faire en sorte qu'on soit moins stressé. Pour moi, c'est un élément important. Un autre aspect sur lequel je voudrais revenir, depuis qu'on a eu l'avènement des réseaux sociaux, malheureusement, on constate des violences en ligne à l'endroit des femmes. C'est-à-dire, vous regardez sur la toile, on a des personnes qui confinent la femme dans un jeu de séduction, dans tout ce qui est tâches domestiques, tâches ménagères, on la renferme dans ce carcan. On peut utiliser les réseaux sociaux également pour promouvoir l'autonomisation de la femme, aller vers l'équité. Mais elles ne le font pas elles-mêmes. Elles le font pas elles-mêmes aussi. Comment? Ce que vous dites, elles le font elles-mêmes également. Oui, mais les femmes le font elles-mêmes, mais en réalité, les auteurs de ces violences en ligne faites aux femmes, c'est plutôt les hommes. Donc il faut que les hommes aussi comprennent que les normes qui encadrent leur masculinité doivent plutôt
favoriser l'équité, l'égalité et l'autonomisation de ces femmes. Donc les hommes doivent être des alliés, des partenaires dans ce combat et on peut utiliser les réseaux sociaux. D'accord. Monsieur Bouka? Moi, déjà, d'entrée de jeu, je tenais à remercier que ce soit le gouvernement, le législateur, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Parce que j'ai entendu également dans le document beaucoup de personnes qui donnaient des recommandations. Mais il faut dire que ces 5 dernières années, il y a quand même beaucoup d'efforts et c'est quand même à féliciter. Toutefois, moi, je pars du principe que tant que les actions ne restent pas dans le quotidien, c'est difficile en fait de voir l'impact. Parce qu'il y a beaucoup d'actions ponctuelles qui sont effectuées et ces actions ponctuelles-là, très souvent, on ne revient pas faire le bilan. Et si on ne revient pas faire le bilan, il est important en fait d'intégrer ça dans les mœurs. Et pour moi, je me dis, on a grandi avec une matière qui s'appelait éducation civique et morale. Et ça nous a permis aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui, on n'introduit pas aujourd'hui une matière qui va peut-être s'appeler éducation civique numérique? Parce que depuis le lycée, on a ces jeunes-là qui utilisent les réseaux sociaux et c'est ces mêmes jeunes-là qui vont devenir des cadres de demain. Donc pour moi, je me dis l'une des premières actions ou l'une des actions qui va venir s'ajouter à tout ce qui est en train de se faire, on a des ambassadeurs dans des villes, mais il serait intéressant également d'aller toucher le tissu scolaire et universitaire parce que c'est aussi là-bas qu'on a les futurs cadres et on a beaucoup plus d'utilisateurs des réseaux sociaux. Ce serait difficile peut-être d'intégrer une nouvelle matière, mais il y a une ou deux matières peut-être auxquelles on peut rattacher en fait ce contenu d'éducation physique, civique, numérique et pourquoi pas peut-être aller au niveau du e-learning pour permettre à ces jeunes-là de suivre ce type de formation-là en ligne. Le deuxième élément... Vous allez conclure avec, il nous reste moins de 8 minutes. Je conclue avec, le conseiller technique a parlé de fast-checking. Je me dis, dans un contexte préélectoral, il serait intéressant de réagir aussi rapidement parce que la désinformation, c'est un peu comme du vent. C'est compliqué de se battre avec du vent. Oui. Donc pourquoi ne pas créer une cellule qui permet en fait de rebondir très rapidement sur une mauvaise information pour que tous les Ivoiriens puissent avoir le réflexe de se dire ah tiens, on va aller visiter peut-être le compte de la cellule de fact-checking parce que c'est cette cellule-là en fait qui rapidement ou automatiquement arrive en fait à étouffer ou à révéler en fait la partie fausse ou la partie vraie en fait de l'information qui est diffusée. Voilà. D'accord. Très bien. Et vous? Oui. Bon, moi, je rebondis sur ce que Yannick a dit par rapport à la formation, l'éducation, la sensibilisation. Il y a un concept qui a émergé depuis quelques années maintenant qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI, qui en fait répond à cette demande. L'idée, c'est, puisqu'on est entré dans ce qu'on appelle la société de l'information avec l'avènement d'Internet et autres, et même on a une loi, je crois, la loi 2017-2018, d'orientation de la société de l'information, qui a pour but de définir la politique de l'État de Côte d'Ivoire en matière de sensibilisation au TIC. Et c'est la discipline, en fait, qui est idéale pour cela, parce que ça va au-delà même des simples réseaux sociaux, parce qu'on a des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle générative, et ainsi de suite. Donc c'est ça, je pense qu'il faut se l'approprier. Il faut rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de réflexions, de développement de manuels, de documents pour intégrer ça, mais il y a une urgence à aller plus vite qu'à la vitesse actuelle, parce que c'est toute la société qui est concernée, des élites au plus bas niveau. Non, ça, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est au niveau de l'appui et de soutien de l'État aux initiatives, parce que le conseiller technique a donné les chiffres. Il nous a parlé, je crois, 30 000 personnes. 20 000 visés. Oui, c'est encourageant, mais c'est insuffisant. On est à 7,5 millions d'utilisateurs estimés. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir si c'était des relais. Voilà. C'est des relais, c'est ça. En fait, ça veut dire simplement que l'État à lui seul, malgré toute sa bonne volonté, ne peut pas résoudre le problème de la formation et de la sensibilisation. Donc, il y a plein d'acteurs qui sont là, qui organisent des initiatives. Je vais peut-être tirer un peu vers nous, le REPRELC réseau professionnel. On a des campagnes qu'on essaie de mener, mais il y a plein d'acteurs qui mènent des initiatives avec le soutien des PTF et autres. Moi, je pense qu'il y a un effort de coordination
et de soutien. Parce qu'en général, ces acteurs-là, c'est des financements extérieurs. Alors que l'urgence, c'est notre pays. Il a dit, et j'aime bien, on n'a qu'un seul pays. Donc, je pense qu'il faut que l'État soutienne ces initiatives de façon coordonnée, bien entendu, dans le cadre de la campagne en ligne, tous responsables, pour que nous ayons plusieurs mains et que pendant que peut-être l'État, le ministère est en train de tourner dans 15-20 villes, d'autres sont dans 10-13 villes et au bout du compte, rapidement, en un an, toutes les poches du territoire sont touchées par cela parce que personne n'a eu à faire un coup pour utiliser son téléphone. Pourtant, on a plus de téléphones que de brosses à dents. Les foyers, Monsieur Ouattara, juste avant de vous demander de conclure, et tout en donnant également vos différentes perspectives, je voulais vous poser à tous la question suivante. La Côte d'Ivoire n'est pas un cas isolé. Les problèmes, l'état des lieux qu'on a eu à faire, le développement qu'on a eu à faire, et là, les perspectives. Est-ce que vous avez des exemples de pays qui ont su gérer cela, qui ont su juguler également cela? Parce que tout ce qu'on propose comme piste, qui l'a déjà réussi? Moi, je prends, par exemple, en matière d'éducation aux médias et à l'information, je prends un pays, bon, après, ça peut être, comparaison n'est pas raison, mais je prends un pays comme la France, puisque moi, j'ai déjà participé à des campagnes d'émis en tant que jury, par exemple. L'éducation aux médias et à l'information, en France, c'est depuis les années 80. Au début des années 2000, il intègre la dimension numérique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque année, vous avez la semaine des médias dans laquelle on va intégrer la dimension numérique pour sensibiliser. On va faire, par exemple, des petits cours de CE1 pour leur apprendre à distinguer le vrai du faux. D'abord, c'est quoi une info? Qu'est-ce qui n'est pas info? Qu'est-ce qui est info? Comment est-ce D'accord, ça, ce sont des cycles de formation. Donc, vous avez des pays comme ça. Vous avez, en termes de responsabilisation des plateformes, un pays comme le Nigeria, c'est vrai que ça a été difficile, ça fait 7 mois de bras de fer pour que Twitter se plie aux conditions du web, mais ils ont réussi quand même à faire plier Twitter pour que Twitter ouvre une représentation au Nigeria, de sorte que s'il y a quelqu'un interpellé, on n'est pas allé aux États-Unis pour le faire. Donc, c'est des exemples, mais après, c'est le Nigeria, 300 millions. 300 millions d'habitants aussi, oui. Moi, je pense que si la Côte d'Ivoire veut s'engager dans un tel truc, dans l'espace CEDEAO ou bien au niveau UA, on peut mener un plaidoyer plus fort pour faire pression sur ces plateformes. Et puis de manière conjointe avec les pays africains. Très bien, nous sommes déjà au terme. Monsieur Ouattara, je vais vous demander de conclure. Merci bien, madame. Je voudrais rapidement revenir sur la question de la formation pour dire que effectivement les autorités, j'ai dit, quand l'équipe se déplace, c'est les autorités administratives. Donc administrative au sens de l'administration déconcentrée, mais c'est aussi les autorités dans l'administration décentralisée, c'est-à-dire les conseils régionaux et municipaux qui sont touchés, et c'est autour de ces élites-là que la formation est menée en intégrant bien sûr la jeunesse, et partout où il y a une université, c'est à l'université donc de la localité que les formations sont données, et après les équipes relais sont donc maintenues sur place pour continuer, pour être donc des éléments dont tu as parlé, donc aider les populations à aller rapidement au fact-checking. Je voudrais aussi dire que j'ai pris des notes donc, que je vais transmettre à ma hiérarchie, dire que le président de la République, avec l'ensemble des membres du gouvernement, a fait donc du PND finissant, PND 2021-2025, en tout cas sur le pilier 2, le développement du capital humain. Le développement du capital humain, on ne peut pas l'obtenir si on n'est pas structuré. Et le gouvernement fait donc la preuve de la bonne gestion de tout ce qui est la planification des politiques, de toutes les politiques publiques, mais notamment au niveau des politiques de la communication, qui est la PONACOM, la politique nationale donc, de communication, qui vise à terme à donner un environnement apaisé, un environnement avec des Ivoiriens sensibilisés, formés, outillés, donc, pour éviter donc, tous les pièges qui peuvent donc, nous amener à des dérives. C'est dire que le gouvernement souhaite que chacun de nous soit responsable. Que chacun de nous soit responsable, que être sur un réseau social ne vous exempte pas de moralité, ne nous exempte pas d'éthique,
nous exempte pas de déontologie, puisqu'on a choisi d'être blogueur et que nous devons regarder notre société et dire qu'à terme, dans quelle société voulons-nous vivre aujourd'hui et qu'est-ce que nous voulons léguer aux générations futures. On a parlé tout à l'heure d'éducation des enfants. Qu'est-ce que nous voulons léguer à nos enfants si nous continuons dans les dérives, si nous continuons dans les discours haineux, si nous continuons à déchirer le tissu social, quelle société ivoirienne aurons-nous demain? Quand on sait que ce que vous cultivez aujourd'hui, vous avez toutes les chances de récolter demain. Très bien. Si vous l'avez fait. Merci à vous. Merci. En tout cas, c'est sur ces mots que cette émission va prendre fin. Nous parlons donc des réseaux sociaux, canaux de propagation de discours de paix ou de haine. Nous recevions M. Yannick Bouka, consultant formateur en communication digitale. Merci à vous d'avoir été là. Nous recevions M. Justin Koulibaly-Pélibian, sociologue. Nous recevions également M. Mbassou Ouattara, conseiller technique du ministre de la Communication, et M. Donatien Kanga, chargé de la formation et de la sensibilisation du REPRELSI, qui est le réseau des professionnels de la presse en ligne. Madame, monsieur, un comportement tous responsable en ligne. En ligne. C'est comme ça que l'on dit. Bonsoir et soyons tous responsables en ligne. Vous voyez que le message...